l'éducation est la base de l'économie. S'il n'y a pas une bonne éducation, alors il n'y a pas de création de richesse. Donc la création de richesse passe par une bonne éducation. Donc voilà, si l'État, si le gouvernement camerounais, les gouvernements africains ne mettent pas l'accent, ne revoient pas l'éducation de leurs citoyens, alors qu'ils oublient la création des richesses et qu'ils oublient donc l'émancipation du continent. Donc si l'Afrique veut se développer, alors ça va passer automatiquement par l'éducation. Et quand je parle d'éducation, je parle de création de richesses, je parle d'innovation et je parle également de concurrence avec les autres pays. Donc tout va passer par l'éducation. Et tout cela commence commence à la maternelle, la CIL et finit jusqu'à l'université. Donc je vais dire, c'est un tout. Il faudrait que les parents se sentent concernés. Donc n'orientez plus vos enfants au hasard. Questionnez, soyez sûrs avant d'envoyer vos enfants et observez la société, observez les secteurs porteurs avant d'orienter vos enfants. Les enseignants, dites la vérité à vos élèves. Si vous êtes dans une classe où vous enseignez, par exemple, passez tout votre temps à enseigner, je sais pas, vous enseignez l'histoire, dites à vos enfants de manière concrète à quoi ça va servir. Donc je vais dire, dites la vérité à vos enfants. Dans les établissements, il y a les conseillers d'orientation. Conseillez les enfants, conseillez les jeunes, aidez-les à s'orienter. Les chefs d'établissement, pareil, vous connaissez déjà le dehors, vous avez étudié, certains ont étudié à l'extérieur, vous avez vu comment ça se passe. Orienter les enfants pour qu'ils ne s'égarent pas dans le choix de leur filière. C'est valable et je m'adresse particulièrement au gouvernement. C'est l'État qui fixe le cap et le peuple suit. Donc si l'État ne se sent pas responsable, si l'État ne change pas la direction ou alors n'ajuste pas, n'est-ce pas, l'éducation en Afrique, alors on sera toujours les derniers. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'éducation au Cameroun. L'objectif de ma vidéo, ce n'est pas de critiquer l'éducation au Cameroun, mais c'est d'apporter quelques éléments qui peuvent permettre à l'éducation camerounaise d'être un peu plus efficace. Donc, j'ai apporté quelques éléments sur lesquels le gouvernement camerounais peut s'appuyer pour améliorer l'éducation au Cameroun. Je ne suis pas en train de dire ici que l'éducation au Cameroun ou alors les diplômes camerounais sont mauvais ou bien sont faibles. Non, parce que quand on regarde les écoles, les grandes écoles où les Camerounais, les bacheliers camerounais continuent leurs études, je pense que ils font du bon boulot. Donc je vais dire, je ne peux pas tirer complètement l'éducation du Cameroun vers le bas. Il y a beaucoup de bons points dans l'éducation au Cameroun, mais il y a beaucoup d'éléments qu'on peut améliorer. Voilà, j'ai apporté dans la vidéo aujourd'hui quelques éléments, n'est-ce pas, sur lesquels le gouvernement peut s'appuyer pour améliorer l'éducation au Cameroun. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'éducation. Je vais parler d'éducation au Cameroun. Comme j'ai dit, il y a plusieurs points positifs dans l'éducation du Cameroun, mais il y a également plusieurs éléments qu'on peut modifier pour l'amélioration de l'éducation au Cameroun. En fait, ce n'est pas seulement un problème du gouvernement, ce n'est pas seulement un problème des enseignants, ce n'est pas seulement un problème des chefs d'établissement, c'est également une responsabilité des parents. Ce n'est pas seulement l'école ou bien l'université qui éduque l'enfant, mais aussi les parents ont également leur part de responsabilité. Donc, je vais établir toutes ces responsabilités dans la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, d'entrée de jeu, je vais parler de la maternelle. Déjà, il y a certaines maternelles au Cameroun où on fait 3 ans. Il y a la petite section, il y a la moyenne section, il y a la grande section. Je pense déjà que la scolarité dans les maternelles sont extrêmement chères. Donc, faire un enfant faire 3 ans à la maternelle, je pense que c'est beaucoup. C'est beaucoup, 3 ans c'est beaucoup. Donc, quand j'étais plus jeune, ou alors à mon temps, quand j'étais à la maternelle, je pense que j'ai fait 2 ans à la maternelle. Donc, 2 ans, ça fait, il y a quand même un tiers de la pension. Si la pension à la maternelle coûte 250 000 francs CFA, parce que j'ai fait des recherches, les pensions sont maintenant chères. S'il faut que l'enfant fréquente dans une grande école, ou alors dans une école quand même qui est là. Donc, on est dans les 200 000, 150 000 francs CFA par an. On est fois 3 ans, ça fait 450 000 francs. Or, si on réduit ça à 2 ans, ça va faire donc 300 000.
dont le parent épargne 150 000, c'est beaucoup. Donc, je pense que 3 ans à la maternelle, c'est beaucoup. Et il faudrait aussi savoir qu'avant de commencer à laisser l'enfant aller à l'école, il faut d'abord bien l'éduquer à la maison. Et quand un enfant va à la maternelle à 2 ans, je pense que c'est peu. Il est encore très jeune. La CIL, je pense, au Cameroun, la CIL, c'est à 5 ans. La 6 à 5 ans, ça veut dire que si l'enfant commence, il fait à 3 ans, il va à la petite section, il y aura petite et grande section. Dans ce que je propose, petite et grande section, c'est-à-dire que 3 ans, il a la petite section, 4 ans, il a la grande section. C'est-à-dire que de sa 3e à sa 4e année, il a la petite section, et de sa 4e à sa 5e année, il a la grande section. Ça lui fait donc 2 ans, et à 5 ans, il a la CIL. Donc, déjà, premièrement, réduit 1 an. Si les parents sont occupés et ne savent pas où laisser l'enfant, ça c'est un autre débat. On peut plutôt trouver une nounou ou bien une crèche, ça c'est autre chose. Mais quand une maternelle prend les enfants pour 3 ans, je pense que c'est beaucoup. On peut condenser donc tout le contenu, tous les enseignements en 2 ans, et je pense que c'est suffisant pour un enfant, c'est suffisant pour le préparer pour la CIL. Donc je pense que 3 ans c'est beaucoup, c'est cher aux parents. Parce que quand je parlais tout à l'heure de la pension, je n'ai même pas parlé des fournitures scolaires et tout le reste, et tout ce qui va avec les transports, les déplacements. L'enfant doit aller chaque jour à l'école, il lui faut du goûter, il faut payer son transport. S'il y a un cas pour l'établissement, il faut payer le cas. Chaque mois, on est dans les 15, les 20, les 30 000 en fonction de l'établissement, de la distance et tout. Donc, du coup, je pense que 3 ans, c'est beaucoup. On peut réduire ça à 2 ans. Donc, on instaure ou alors on implémente, on fixe l'âge à la maternelle à 3 ans, c'est-à-dire que de 3 ans à 4 ans, de 4 ans à 5 ans, 2 ans à la maternelle, et on prépare bien les enfants pour la CIL. Et cette histoire de prendre l'enfant à la maternelle, aller le déposer au cours préparatoire, c'est dangereux. La CIL et le cours préparatoire, pour moi, c'est les classes les plus importantes de la vie d'un individu. Parce que c'est là où il apprend à lire, c'est là où il apprend à former les premières lettres et tout. Je parle moi-même en tant qu'un ancien. Bon, quand j'étais à l'université, je faisais également les cours de répétition et j'ai eu un groupe d'enfants de la CIL et du cours préparatoire, donc je sais de quoi je parle. La CIL et le cours préparatoire et le CEP, ce sont les 2 classes les plus importantes dans l'éducation d'un enfant. Donc, ces 2 classes, l'enfant doit faire ces 2 classes. Même s'il est génie, parce qu'il y a certains parents qui disent que non, il est très fort, il est à grande section, mais il fait déjà les choses du cours élémentaire 1. C'est dangereux. Il y a des choses, même s'il connaît beaucoup de choses, il y a des choses qu'il doit apprendre à la CIL et au cours préparatoire. Et c'est important. Donc, ne faites plus les enfants sauter la CIL pour aller les mettre au cours préparatoire. 2 ans à la maternelle, et puis à la CIL, il commence à la CIL, pas de cours. J'entends souvent des cours préparatoires spéciaux, CP spécial. Ça n'a aucun sens. 2 ans à la maternelle, ensuite on va à la CIL. Et l'enfant a le temps. On donne du temps aussi à l'enfant. Parce que aller au cours préparatoire, ça va déjà un peu plus vite. Et généralement, c'est la continuité. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé à la CIL, au cours préparatoire, on continue. Or, un enfant qui quitte la grande session, même s'il est bon, il y a beaucoup de petits éléments, de petites notions qu'il n'a pas apprises à la CIL. Et il va se retrouver au cours préparatoire. On va pas reprendre certaines choses pour lui. Donc, il a déjà envie, il commence sa vie scolaire avec un manquant, avec un vide. C'est dangereux. Donc, chers parents si vraiment partagez cette vidéo au maximum, parce que les informations ou alors ce que je vais donner comme conseil dans la vidéo d'aujourd'hui sont des conseils très importants pour l'éducation de vos enfants. Moi, je parle en tant qu'un ancien instituteur, je parle en tant qu'un ancien répétiteur, je parle en tant qu'un ancien enseignant. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, voilà, comme je disais tantôt, ne faites plus les enfants sauter la CIL. Parce que c'est plus tard, quand il est au cours moyen 2 ou bien en 6e, 5e, 4e, 3e, que tout ça là arrive. Vous allez voir certains enfants qui écrivent très mal, qui ont de mauvaises mains d'écriture, qui ont les difficultés à lire et tout, parce qu'ils n'ont pas fait la CIL et ils n'ont pas bien fait la CIL et le cours préparatoire. Donc, faites tout et tout pour que les enfants passent par la CIL. Ça, c'est un. La deuxième chose, je vois souvent certains parents dire que oui, mon fils est intelligent, ma fille est intelligente, elle va faire, ou il va faire le concours et le CEP au cours moyen 1. Ça, c'est aussi quelque chose que je déconseille. Oui, même s'il est génie, même s'il a 18 de moyenne au cours moyen 1, c'est vrai, il est bon. Faites cet enfant faire le cours CM2, le cours moyen 2. Moi qui vous parle, j'ai fait le concours et le CEP. Bon, à mon temps, c'était le CPE au cours moyen 1. J'ai échoué le concours et j'ai passé le CPE. Oui. Mais j'ai fait le cours moyen 2. Et j'ai fait le cours moyen 2, ça m'a permis de boucher. Quand j'ai fait le cours moyen 2, j'étais bon. Oui, j'étais bon, il faut le dire. Mais il y avait quand même quelques petites choses que je ne maîtrisais pas. Je vais prendre un exemple simple, la conversion. Par exemple, lorsqu'on entamait la conversion,
des capacités. C'est-à-dire que pour convertir, par exemple, un décimètre cube en millilitres, ou bien convertir, je sais pas, une tonne en kilogrammes, ou bien en grammes, ou bien convertir un mètre cube en litres. J'étais un peu, je ne maîtrisais pas ça bien au cours moyen 1, mais ça arrive au cours moyen 2, j'ai fait asseoir ça. Et aujourd'hui, là, je travaille dans dans la mécanique du fluide. Je travaille dans la simulation des structures et la simulation des fluides. La conversion m'aide aujourd'hui. Par exemple, dans mon système de simulation, je reçois les pièces, bon, de manière virtuelle, qui ont été conçues par des constructeurs, puisque je fais génie mécanique. Et les pièces viennent généralement en millimètres, parfois en centimètres. Bref, de toute façon, la cotation est généralement en millimètres. Lorsque je reçois en millimètres, et à côté, par exemple, sur les documents, on mentionne la densité, parfois en grammes par centimètre cube, la densité. Voilà. Et pourtant, dans mon système, je dois mentionner la densité en tonnes par millimètre cube. Personne ne m'a plus appris ça. J'ai appris ça au cours moyen 2. Donc, on peut dire c'est hyper dangereux, chers parents, de faire vos enfants sauter le cours moyen 2. Donc, lorsque votre enfant est au cours moyen 1, même s'il est génie, faites-le faire le cours moyen 2. Ce n'est pas pour rien que les gens sont assis, disent qu'après le cours moyen 1, on va au cours moyen 2. Donc, premièrement, évitez que vos enfants sautent la CIL. Deuxièmement, évitez que vos enfants sautent le cours moyen 2. Cette première et cette dernière classe de l'école primaire, ce sont les classes les plus importantes dans la vie scolaire d'un enfant. Donc, ne permettez plus qu'on fasse vos enfants sauter ces deux classes. Oui, donc, lorsque j'ai fini avec ça, j'arrive en 6e. Je vais dire la même chose pour la classe de 3e. Tous les enfants qui se sentent intelligents, qui veulent aller faire le BEPC, c'est très bien. Mais même si vous réussissez le BEPC, allez en 3e. Aller en 3e. Ça, c'est ce que j'oubliais de dire. Même si l'enfant a son CEP et faites-le faire le cours moyen 2, ou bien s'il a son BPC en 4e, faites-le faire la 3e. Il compose normalement comme les autres. Et je déconseille même qu'un enfant ait pour présenter le BPC en 4e, parce que déjà, quand il va arriver en 3e, il a déjà le BPC. Ça diminue sa motivation. Ça peut le faire directement quitter de quelqu'un qui était très intelligent à quelqu'un de très faible. Parce qu'il va arriver en 3e, il va paraître, il va dire, bon, je n'ai plus besoin de m'appliquer, je n'ai pas le BPC à faire en fin d'année. C'est hyper dangereux. Donc, faites des enfants faire la 3e. Et c'est la même chose avec la première. Il y a certains enfants qui sont extrêmement intelligents en seconde. Ils font déjà des choses de terminale et tout. On les fait faire le probatoire. C'est possible qu'ils réussissent. Mais quand il va arriver en terminale, il aura les lacunes. En première, il y a beaucoup de notions que c'est en première que tu dois voir ça. C'est en première que tu dois apprendre ça. Et en terminale, le programme est tellement chargé, c'est déjà l'université. Le programme est tellement chargé que tu n'auras pas le temps de chercher à combler les petits vides. Généralement, c'est la continuité. Les notions qu'on a apprises en première, on les utilise en terminale. Donc, c'est hyper dangereux. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je vais également parler des matières dans l'enseignement au Cameroun. Vraiment, si on regarde par exemple dans les examens officiels probatoires bac, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'enfants ont les 10 de moins, 11 de moins, pas parce qu'ils sont passables, non. Il y a des enfants qui sont extrêmement forts, par exemple un enfant de terminale C, qui sont très forts par exemple en mathématiques, en physique, en chimie. Il est extrêmement fort. Mais le problème, et en fin d'année, il a 10 de moyenne, 11 de moyenne. On se demande que, mais il était tellement fort. Il était fort en mathématiques, fort en physique. Il fait comment pour ne pas avoir la mention au bac? Ça s'explique facilement. Il y a plusieurs matières qui ne lui servent à rien. Il y a plusieurs matières qu'il est obligé d'apprendre parce que, bon, c'est dans le programme, mais il n'a pas d'intérêt. S'il a choisi, c'est parce qu'il adore les matières scientifiques, mathématiques, physique, chimie. Mais on vient on l'encombre avec l'histoire, la géographie, le français, la philosophie, travail manuel, certaines matières bizarres comme ça, là. Ça fait que, anglais, tout ça, ça fait qu'il ne s'applique pas dans les autres matières. Quand il a bien cartonné en mathématiques, en physique, en chimie, le reste, il blague, il prend les notes comme les 5, les 4, à la fin, il a 10 de moyenne. Ça a toujours été comme ça. Je parle toujours par expérience. Moi-même qui te parle là, j'ai fait la série E, mathématiques et techniques, au lycée technique de Douala Koumassi, seconde, première, terminale. Parce que j'ai fait terminale 2 fois. Je suis quitté de la 3e au lycée bilingue de Dedo. Et là, je me sentais très bon en mathématiques, très bon dans les matières en technologie. Et à ce moment, il n'y avait pas encore physique, chimie, technologie.
À mon temps, c'était technologie. Donc, je me sentais très bon en technologie, très bon en dessin et très bon en mathématiques. Et puis, je disais que bon, voilà, il me faut quelque chose d'un peu plus fort que la C. Ou alors d'un peu plus, voilà, bon, ça, ce sont les préjugés. Hein. Ça ne veut pas dire que quelqu'un de la E est plus fort que quelqu'un de la C. Non, non, on ne compare pas les filières comme ça. Donc, pour dire que je voulais quelque chose d'un peu plus fort, c'est là où j'ai pris des renseignements. Donc, je suis allé faire seconde E. Le concours d'entrée en seconde E au lycée technique de Douala Koumassi. Quand j'ai eu donc le concours, je suis allé donc, j'ai fait la seconde E là-bas. J'arrive, je m'attends à mathématiques, physique, dessin, peut-être mécanique encore. J'arrive, mais c'est la catastrophe. J'ai mathématiques, j'ai physique, j'ai chimie, j'ai dessin, j'ai mécanique appliquée, j'ai technologie des matériaux, j'ai fabrication mécanique, analyse de fabrication, j'ai encore quoi? Il y avait encore quelle matière là? Il y avait encore informatique, il y avait français, il y avait anglais, il y avait histoire, il y avait géographie, il y avait travail manuel, il y avait sport et en terminale, vient s'ajouter la philosophie. Donc lorsque vous faites un enfant faire 30 matières comme ça, c'est contre-productif. Ça, c'est l'un des gros problèmes dans l'éducation du Cameroun. C'est n'encombrez pas les enfants avec les matières inutiles. Dans l'enseignement général, il y a la série A, il y a la série C, il y a la série D et tout. Donc, dans la série A, si un enfant est bon dans la littérature, faites-le faire français, anglais, philosophie, histoire, géographie. Oui. Je peux encore comprendre l'éducation civique, c'est pour tout le monde. Oui. Mais en série C, un enfant va faire français, anglais, histoire, géographie, éducation civique, civisme parfois, tout c'est pour en faire quoi? Lui, il veut les mathématiques, physique, chimie. On peut encore ajouter l'anglais et peut-être l'éducation civique. Histoire, géographie, français, philo, tout ça. Amenez plutôt les enfants à lire, à beaucoup lire les œuvres, parce que quelqu'un qui lit beaucoup va se cultiver, que ce soit en les livres d'histoire, en géographie et tout. Il y a des bibliothèques où on peut équiper, on peut conseiller, amener les enfants à lire. Ou alors on peut dire par exemple que oui, que ce soit des matières qu'on n'a pas besoin d'interroger les enfants. On peut dire par exemple que chaque mois, venez faire le récit d'un livre que vous avez lu, par exemple. On peut demander ça aux enfants. On peut proposer ça aux enfants, au lieu de faire ces enfants prendre un an, faire chaque semaine, je ne sais pas, parfois 4 heures de français. À mon temps, je pense que je faisais 3 heures ou 4 heures de français par semaine. Après, il y avait 3 heures de philo, tout ça. C'est incroyable, c'est beaucoup. On n'a pas besoin de tout ça. Donc, on oriente les enfants en fonction, je vais dire, on fixe les matières en fonction de l'orientation de l'enfant. Si l'enfant a dit, je veux faire fabrication mécanique, amenez-le dans la direction de fabrication mécanique et mettez maintenant un peu d'éducation civique et tout. S'il veut se cultiver, s'il veut apprendre l'histoire de son pays, il peut aller, je sais pas, dans les bibliothèques, il peut lire, on peut l'accompagner, on peut l'aider à lire et tout ça pour se cultiver. Mais ne pas imposer ça comme matière, ça encombre les enfants. C'est encombrant. Parce que le véritable problème à la fin, qu'est-ce qu'on recherche à la fin? Lorsqu'on arrive à l'université, on s'oriente. À un moment donné, il faut apprendre un métier. Il faut apprendre un métier. Et ce qui est encore pervers dans cette histoire, c'est que lorsque tu arrives 2 semaines avant l'examen officiel, c'est jusqu'à 2 semaines avant l'examen officiel, tu ne sais pas si ça sera l'histoire ou si c'est la géographie. C'est quand même incroyable. Donc 2 semaines avant, on te dit, on va t'interroger sur l'histoire. Ça veut dire que tout ce que tu as eu à faire toute l'année en géographie, ça n'avait servi à rien. Donc tout ça, je veux dire, c'est une perte de temps. Le temps qu'il prend pour aller encore lire les cahiers d'histoire et faire les cours d'histoire, il peut prendre ce temps-là, il se perfectionne en mathématiques, il se perfectionne en physique, il se perfectionne en chimie, il se perfectionne en dessin, il se perfectionne en mécanique ou bien en technologie des matériaux. Pour être encore plus percutant plus tard. Oui, donc il y a ça que je voulais également souligner. Orienter les enfants ou alors fixer les matières en fonction des orientations, en fonction des filières des enfants. Il y a encore un autre élément qui me perturbe tout le temps, cette histoire de philosophie ou français. En terminale, c'est ceux qui ont fait terminale C, D, E et tout le reste. Arrive jusqu'au jour du bac, tu ne sais pas si tu vas faire français ou philosophie. C'est-à-dire que tu es assis. C'est quand on te remet l'épreuve que tu regardes l'épreuve, c'est écrit sur ça, soit philo, soit français. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'un gars de terminale E? Moi, par exemple, c'est vrai, j'ai fait philosophie. Bon, jusqu'à présent, je dois l'avouer. Hein. Moi, je suis quelqu'un du terrain, quelqu'un qui aime ce qui est palpable. Moi, j'ai toujours voulu faire, en tout cas, le domaine que j'ai choisi, ça a toujours été ce que j'ai voulu faire. Donc, du coup, cette histoire de, quand on venait m'encombrer avec les philosophies, géographie, la seule chose,
que pas encore dit que oui. L'anglais encore, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais on vient m'encombrer avec la géographie, on vient m'encombrer avec l'histoire. Non, ça n'a aucun sens. Donc, vraiment, il faudrait que le gouvernement fasse des efforts dans ce sens, qu'ils essaient un peu de réadapter, Parce que quand on va, par exemple, pour les concours officiels, par exemple, les concours pour entrer peut-être à Polytechnique ou bien dans les écoles comme l'UIT de Douala ou bien l'Insaï de Ngaoundéré et tout, quand on arrive au concours, il y a 3 matières, mathématiques, physique et tout. Puisque tu vas entrer pour faire une formation d'ingénieur, on te donne des matières comme mathématiques, physique et chimie et peut-être il y a un test psychotechnique, un truc de ce genre et tout. Bon, toute cette histoire, l'histoire, géographie et tout ce que tu as appris là, c'était pourquoi? Donc, je vais dire, il faudrait que le gouvernement revoie encore ça parce que c'est beaucoup de matières. C'est beaucoup de matières. Moi, par exemple, j'ai échoué le baccalauréat aussi, c'était aussi l'une des raisons parce qu'il y avait tellement de matières. Bon, c'est vrai que la première année où j'ai échoué, j'étais paresseux, j'étais faible. Donc, du coup, l'échec ne m'a pas surpris. Donc, ceux qui se sont mis au travail ont réussi. Mais ils réussissent non pas les mentions et tout. Donc, c'est ça également qui réduit les mentions au baccalauréat. Quand je regarde, par exemple, le système allemand, ils n'ont pas tout ça. C'est bien organisé, bien réglé. C'est vrai que quand on arrive, par exemple, à l'université, les Allemands qui ont eu le bac n'ont pas notre niveau. Nous sommes extrêmement forts. Malgré le fait qu'on a été encombré par toutes ces matières-là, nous sommes extrêmement forts. Mais ça n'empêche pas que 5 ans après, qu'ils soient opérationnels, qu'ils soient efficaces dans les entreprises. Ils développent les pays. Ils font avancer la technologie. Oui. Pourtant, ils n'ont pas fait tout ça. Ils n'ont pas fait toutes ces histoires, géographie et tout ça. La première année, les premiers semestres, les premières années, tu as l'impression que tu es plus fort que eux. Mais après, très vite, quand on entame déjà les matières professionnelles, ça devient extrêmement compliqué. Ils prennent le devant. Donc, on nous a perdu, on nous perd beaucoup de temps avec des matières inutiles. Mais il faudrait que le système éducatif camerounais soit encore réglé, touché dans ce sens. Ceux qui veulent faire français, philo, histoire, il y a une filière qui est la filière A. On peut réorganiser la filière A. Oui, on peut réorganiser la filière A. On réorganise la filière, la série C. Bref, on réorganise les autres filières. Quand je vois, par exemple, un enfant, je sais pas, en 3e en train de faire puériculture ou bien en train de faire couture, tout ça, c'est pourquoi? Il est en 3e, ok? Généralement, ceux qui veulent faire puériculture ou couture, tout ça, s'orientent déjà depuis la première année, ça vont dans les lycées techniques pour faire ou les CETIC, ou bien les collèges techniques privés là, pour faire tous ces filières là. Quand quelqu'un vient déjà dans l'enseignement général, c'est pour plus tard être soit scientifique, soit littéraire et tout. Donc pourquoi l'encombrer avec les puéricultures, avec on appelle ça en comment, ESF, économie sociale et familiale, tout ça, on n'en a pas besoin. Vraiment, si quelqu'un est intéressé par l'économie sociale et familiale, il sait où alors s'orienter. Il y a des filières ESF, il y a des filières IH, il y a des filières, je ne sais pas. Il peut aller s'orienter là-bas. Donc, je vais dire, ça, c'est à ce niveau, le gouvernement camerounais, ou alors les gouvernements africains, pour les pays qui sont similaires, ces gouvernements doivent retoucher encore l'éducation, leur système éducatif pour que ces enfants soient de plus en plus, compétitifs. Parce que quand je regarde les autres pays, ce n'est pas trop comme ça, mais on met plus l'accent sur ce qui est important. Donc, ça veut dire quoi? Si l'enfant veut être mathématicien, si l'enfant veut être informaticien, on met tout ce dont il a besoin en informatique. Parce que c'est comme ça. Perfectionner ce qu'on maîtrise. Ne pas perdre le temps sur ce qu'on ne maîtrise pas. C'est comme ça. C'est ça. C'est ça qui fait en sorte qu'ils sont compétitifs. C'est ça. Donc, il faut retoucher, il faudrait que les gouvernements africains retouchent encore le système éducatif pour que les enfants soient de plus en plus percutants. Donc, ça, c'est la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité des parents, c'est la responsabilité des enseignants aussi. Et lorsque j'ai fini de dire ça, je vais parler un peu de l'université. Vraiment, il y a tellement de filières à l'université qui ne servent vraiment à rien. Franchement, et chaque jour, ces universités s'ouvrent et tout. Vraiment, il faudrait également que le gouvernement régule ça. Parce qu'il y a, en fait, l'université actuellement au Cameroun est là pour former des chômeurs. Parce que quand on arrive, par exemple, dans les filières comme SECO, vraiment,
il faut que les choses soient claires. En SECO, il y a peut-être, en première année, il y a peut-être 1000 étudiants, 1500 étudiants, 2000 étudiants. Ça n'a aucun sens. Donc, il faudrait que le gouvernement retravaille encore dans ce sens, revoie encore. Déjà, observe la société, regarde déjà dans quels secteurs sont porteurs. Et puis, en fonction de ça, c'est en fonction des secteurs. C'est en fonction des secteurs où il y a le besoin qu'on forme les enfants. Je vois, par exemple, il y a le besoin dans l'agriculture. Il faudrait donc que l'État, que le gouvernement oriente, fixe d'abord une politique de l'agriculture au Cameroun et puis oriente certaines filières dans cette direction-là, que ce soit pour la mécanisation, que ce soit pour l'agriculture proprement dite, que ce soit tout ce qui concerne l'administration, le volet administratif de l'agriculture. L'État donc a la responsabilité, ou alors le gouvernement a la responsabilité donc d'orienter, de fixer ce cap-là pour permettre aux enfants de s'orienter vers l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas seulement aller prendre 2 graines de haricots et s'aimer dans le sol ou bien 2 graines de maïs s'aimer, non. Il y a tout un ensemble, il y a la technologie dans l'agriculture, il y a l'informatique dans l'agriculture, il y a beaucoup de domaines, Une machine agricole s'entretient, on a besoin des mécaniciens. Donc je vais dire, ce n'est pas un problème l'agriculture, ce n'est pas seulement aller s'aimer le maïs ou bien aller s'aimer le haricot. Non, c'est pareil pour l'élevage. Donc, s'il faut industrialiser notre agriculture, s'il faut industrialiser notre élevage, alors il va falloir que le gouvernement ait une politique bien définie pour transformer l'agriculture, pour transformer l'élevage et amener également les enfants à aller dans cette filière-là. Donc, on identifie un secteur qui est porteur, on amène les enfants dans cette direction. Si le gouvernement voit que les TIC, c'est un secteur porteur, on amène les enfants dans les TIC, on ne les encombre plus à les conneries. On ne peut pas aller verser tout le monde en SECO. Tout le monde ne va pas gérer les entreprises. On ne peut pas avoir 3000 étudiants en première année SECO, sciences économiques. C'est pour travailler où? Il y a combien d'entreprises qu'il faut gérer? Non. Non, on identifie les secteurs porteurs et puis on oriente les enfants dans cette direction-là. Ce n'est que comme ça qu'on fait pour développer un pays. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport à l'éducation au Cameroun. Il y a tellement à dire, Je vais faire une autre vidéo, n'est-ce pas, sur l'éducation dans d'autres pays, parce que c'est un secteur où alors l'éducation est déjà l'éducation est la base de l'économie. S'il n'y a pas une bonne éducation, alors il n'y a pas de création de richesse. Donc la création de richesse passe par une bonne éducation. Donc voilà, si le gouvernement camerounais, les gouvernements africains ne mettent pas l'accent, ne revoient pas l'éducation de leurs citoyens, alors qu'ils oublient la création des richesses et qu'ils oublient donc l'émancipation du continent. Donc, si l'Afrique veut se développer, alors ça va passer automatiquement par l'éducation. Et quand je parle d'éducation, je parle de création de richesses, je parle d'innovation et je parle également de concurrence avec les autres pays. Donc, tout va passer par l'éducation. Et tout cela commence à la maternelle, la CIL et finit jusqu'à l'université. Donc, je vais dire, c'est un tout. Il faudrait que les parents se sentent concernés. Donc, n'orientez plus vos enfants au hasard. Questionnez, soyez sûrs avant d'envoyer vos enfants et observez la société, observez les secteurs porteurs avant d'orienter vos enfants. Les enseignants, dites la vérité à vos élèves. Si vous êtes dans une classe où vous enseignez, par exemple, passez tout votre temps à enseigner, vous enseignez l'histoire, dites à vos enfants de manière concrète à quoi ça va servir. Donc, je vais dire, dites la vérité à vos enfants. Dans les établissements, il y a les conseillers d'orientation. Conseillez les enfants, conseillez les jeunes, aidez-les à s'orienter. Les chefs d'établissement, pareil, vous connaissez déjà le dehors, vous avez étudié, certains ont étudié à l'extérieur, vous avez vu comment ça se passe. Orienter les enfants pour qu'ils ne s'égarent pas dans le choix de leur filière. C'est valable et je m'adresse particulièrement au gouvernement. C'est l'État qui fixe le cap et le peuple suit. Donc, si l'État ne se sent pas responsable, si l'État ne change pas la direction ou alors n'ajuste pas, n'est-ce pas, l'éducation en Afrique, alors on sera toujours les derniers. J'ai regardé un documentaire où il y a des enfants qui sont à l'école de 7h à 22h. Je vais faire une autre vidéo là-dessus où comment d'autres pays ont investi dans l'éducation de leurs enfants. Donc, je vais faire une autre vidéo sur l'éducation dans d'autres pays, précisément dans un pays asiatique où il y a des enfants qui sont à l'école de 7h à 22h.
L'objectif étant de rendre ces enfants plus compétitifs sur le marché de l'emploi, que ce soit dans leur pays, que ce soit à l'international. Donc ces enfants sont tellement compétitifs parce que le gouvernement, l'État a mis le paquet dès la base. Donc c'est également ce que les gouvernements africains, les États africains doivent faire, investir à la base, suivre leurs enfants dans leur processus d'apprentissage afin qu'ils soient également compétitifs dans l'avenir. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. Et on se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.